On a différents moyens de mobiliser les acteurs de l'eau pour la réalisation d'actions qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Notamment, on a le Fonds bleu. Le Fonds bleu, c'est un financement qu'on met à disposition des différents acteurs de l'eau, donc que ça peut être des municipalités ou des associations de riverains. Puis c'est un petit montant d'argent qu'on utilise surtout à titre de levier, qui permettent de réaliser des actions d'information, de sensibilisation, de formation sur la protection de l'eau par exemple, ou l'adoption de nouvelles pratiques qui vont être favorables au maintien des écosystèmes aquatiques riverains et humides. Donc au fil des années, l'OB-Lac-Saint-Jean a financé un certain nombre de projets. On a été capable de distribuer un petit peu plus de 50 000 $ pour donner vraiment des résultats concrets. Notamment, je peux donner l'exemple d'activités de sensibilisation dans les écoles sur l'eau potable ou sur la protection des milieux humides. Également des activités de mobilisation de producteurs agricoles pour végétaliser les bandes riveraines ou simplement des activités auprès des associations de riverains également sur les thèmes des bandes riveraines ou des fosses septiques. Donc tout ça, le Fonds bleu, c'est vraiment un levier qui nous permet d'appuyer les acteurs de l'eau dans la réalisation d'actions de mise en œuvre du plan directeur de l'eau. Également, on réalise différents projets qu'on a finalement identifiés dans nos stratégies de mobilisation, qu'on a travaillé en concertation avec les acteurs de notre table de concertation. Comme je disais tout à l'heure, les acteurs de notre table de concertation, ils représentent vraiment les trois secteurs, le secteur municipal, communautaire et économique. Et on avait identifié différents enjeux les plus problématiques, disons, ceux sur lesquels on voulait travailler principalement. Donc évidemment, les bandes riveraines, c'est quelque chose qui est ressorti de façon importante parce que c'est vraiment... les bandes riveraines, si elles sont absentes, on se prive vraiment beaucoup d'une bande de protection pour nos cours d'eau et nos lacs. Et les bandes riveraines sont déficientes sur beaucoup de terrains, principalement dans les secteurs habités. Donc on travaille beaucoup en collaboration avec les inspecteurs municipaux de notre territoire pour trouver des solutions. On a développé aussi des outils pour aider les inspecteurs municipaux dans leur travail. Puis on a organisé notamment l'année dernière une formation qui était destinée au monde municipal pour rappeler un petit peu les fonctions, les rôles des bandes riveraines et présenter des projets qui avaient été réalisés sur le territoire pour améliorer la qualité de la bande riveraine. Et puis dans ce cadre-là, nous aussi, ça fait plusieurs années qu'on travaille grâce à un financement des 3 MRC riveraines du Lac-Saint-Jean, MRC de Maria-Chapdelaine, Domaine du Roi et Lac-Saint-Jean-Est, et aussi grâce à l'appui financier de Rio Tinto. On mène un vaste projet qui s'appelle Des racines pour notre lac, qui vise à revégétaliser les bandes riveraines du Lac-Saint-Jean. L'objectif, c'est vraiment de créer, comme je le disais tout à l'heure, une barrière de végétation entre le lac et les activités humaines qui se déroulent sur l'ensemble du territoire. Donc ce projet, jusqu'à présent, il nous a permis de planter un petit peu plus de 5000 végétaux dans les bandes riveraines grâce à des petits programmes de revégétalisation qu'on propose aux riverains. Donc c'est un début, puis on commence à avoir vraiment beaucoup d'intérêt puis de motivation de la part des riverains du Lac-Saint-Jean. Nous, on travaille sur le territoire du bassin versant du Lac-Saint-Jean. Donc qu'est-ce que c'est un bassin versant? C'est simplement un territoire sur lequel s'écoule l'eau. Donc toute l'eau se dirige vers un même point, puis sur notre bassin versant, à nous, ce point-là, c'est le Lac-Saint-Jean, c'est l'exutoire. C'est vraiment l'ensemble des eaux, à la fois des différentes rivières qui se jettent dans le Lac-Saint-Jean, mais également au niveau de l'eau souterraine. Finalement, c'est vraiment le point le plus bas qui va aller recueillir l'ensemble de l'eau qui circule sur ce territoire. Donc ici dans la région du Lac-Saint-Jean, évidemment, la qualité de l'eau, c'est un enjeu qui est très important pour les gens. Il y a différentes façons de faire ce suivi-là de la qualité de l'eau.
Le classique qu'on voit souvent, puis peut-être que les gens vont avoir vu aussi sur le long des routes, c'est des gens qui vont près des pompes et qui descendent des bouteilles dans l'eau. Il y a des échantillons qui sont pris puis c'est renvoyé dans des laboratoires pour être analysé. Donc évidemment, ça permet d'aller voir la chimie de l'eau, à quel point il y a des éléments dans l'eau. On parle souvent du phosphore, mais il y a d'autres éléments qui peuvent être analysés. Ce suivi-là nous permet de suivre différentes variables. Notamment pour suivre la qualité de l'eau, on peut parler de l'IQBP, donc l'indice de qualité bactériologique et physico-chimique de l'eau. C'est un indice parmi tant d'autres pour parler de qualité de l'eau. Dans la région, cet indice-là nous dit que, par exemple, pour la rivière Tikwape, c'est considéré comme ayant un IQBP qui est mauvais. Donc, c'est la catégorie de qualité qui est associée. On voit la même chose du côté de la rivière Moreau. Puis, pour ce qui est de la rivière Mistassini et Mistassini, là, on est plus dans quelque chose qui est satisfaisant, qui est de bonne qualité. Maintenant, pourquoi la qualité change comme ça d'un endroit à l'autre? Bien, il faut comprendre que ça dépend de finalement qu'est-ce qui va arriver dans notre eau. Donc, les différents polluants, notamment le phosphore. Le bassin versant de la rivière Tikwape et le bassin versant de la rivière Moreau, c'est évidemment des bassins versants qui sont très agricoles. Donc, l'agriculture, on le sait, elle joue quand même un rôle avec l'engrais, les différents éléments qui peuvent se retrouver dans le cours d'eau. Donc, c'est sûr qu'on le voit dans le cours d'eau, dans les analyses de la qualité de l'eau. Il faut comprendre que la qualité de l'eau, ça varie beaucoup aussi selon la saison, selon les années, selon les précipitations. Évidemment, si on a une pluie très forte suivant un épandage d'engrais, la qualité de l'eau va être vraiment moins bonne, mais pendant d'autres périodes, pendant l'été, même si c'est les mêmes usages, la qualité de l'eau va peut-être être un peu meilleure aussi. Donc, il y a une certaine variabilité aussi. Pour ce qui est de la Mistassini et de la Mistassini, évidemment, bien là, on a des qualités qui sont un peu mieux, finalement, qui sont quand même satisfaisantes, mais il faut comprendre que il y a quand même un assez gros débit dans ces rivières-là, ce qui fait qu'on voit beaucoup un facteur de dilution et que ça peut aider finalement l'indice de qualité de l'eau. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contaminants. C'est un immense bassin versant, il y a beaucoup de foresterie, donc la foresterie a aussi un impact sur la qualité de l'eau. Ça participe à amener différents polluants dans l'eau. C'est juste qu'avec le gros volume, ça paraît moins dans le suivi de la qualité en tant que tel. Donc, la foresterie, quand on parle de pollution qui se rend dans l'eau, en fait, c'est pas nécessairement comme en agriculture où là, on a vraiment un engrais qui est appliqué puis qui pourrait éventuellement se rendre. En foresterie, la façon que ça fonctionne, c'est qu'avec les pratiques, par exemple, on va retirer, on va faire une coupe, mais le sol va devenir à nu. Donc, avec le ruissellement, il y a peut-être des particules qui peuvent se rendre. Donc, c'est vraiment au niveau de qu'est-ce qu'on fait de notre territoire qu'il y a un impact en foresterie. Donc, une autre source de contamination quand on parle de qualité de l'eau, ça peut être aussi tout ce qu'on fait avec nos activités plus urbaines, de secteurs un peu plus habités. Évidemment, un élément qui revient souvent, c'est les rejets d'eau usée, donc que ce soit ce qui est traité finalement par la municipalité puis qui va retourner dans le milieu, ou ça peut être aussi les installations septiques. Donc ça, c'est une source aussi de polluants en tant que tel. Puis avec toutes les sources de polluants, que ce soit l'agriculture, la foresterie ou le milieu habité, évidemment, il y a différentes mesures qui sont en place pour éviter que ces polluants-là soient importants puis qu'ils se retrouvent dans l'eau. Donc oui, on voit des problématiques de qualité de l'eau, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup d'actions aussi qui sont faites, il y a beaucoup d'éléments qui permettent de réguler tout ça. Mais il y a beaucoup d'actions qui sont réalisées aussi dans la région pour essayer d'éviter que ces problématiques soient là. Donc autant en agriculture, en foresterie, en milieu habité, il y a beaucoup de choses qui se font. En agriculture, on parle toujours de belles pratiques agro-environnementales. C'est un élément qu'on entend beaucoup parler. Ça peut passer par les bandes riveraines, par les cultures intercalaires. Il y a plein de choses qui se font. En foresterie aussi, les bandes riveraines sont beaucoup plus larges aussi qu'ailleurs. Il y a plein de belles pratiques qui se font. En milieu habité, évidemment, bien, il y a la question des eaux de ruissellement. Ça, c'est un autre facteur aussi qu'on parle souvent avec la pluie, la gestion des eaux pluviales, essayer d'éviter que ça ruisselle puis que ça transporte des éléments. Donc, il y a des municipalités qui installent des systèmes, par exemple des jardins de pluie, où on va avoir finalement une espèce de petit milieu humide artificiel qui est créé, dans lequel l'eau va s'accumuler, puis où il va y avoir une filtration. Donc, il y a plusieurs actions qui se font dans la région pour essayer d'améliorer la qualité de l'eau. Il faut comprendre aussi que la qualité de l'eau, quand on parle de qualité de l'eau, ça dépend beaucoup de l'usage qu'on veut en faire. Donc, si on est dans un usage où on parle de baignade, par exemple, bien là, on va plus s'attarder à est-ce qu'il y a des bactéries dans l'eau? Est-ce qu'il y a du E. coli? Est-ce qu'on risque de peut-être être malade face à ça?
On peut parler aussi de l'aspect esthétique. Est-ce que l'eau est trouble? Est-ce qu'elle est vraiment transparente? Donc ça, c'est des facteurs qu'on peut regarder. Mais selon d'autres usages, on va peut-être pas reparler de la qualité de l'eau de la même façon. Donc si on parle de navigation, peut-être que la qualité de l'eau, c'est plus en lien, est-ce qu'il y a des plantes qui vont prendre dans l'hélice? Donc, il y a plusieurs façons de suivre ça. Il y a plusieurs critères aussi pour parler de la qualité de l'eau. Puis, il faut s'ajuster aussi selon l'usage qu'on veut en faire. Ce qui fait en sorte que quand on parle de qualité de l'eau, est-ce que l'eau de nos rivières ou nos lacs est bonne? Bien, il n'y a pas la réponse simple de oui ou non. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qu'on veut savoir, quelle information on recherche. Et bien, ça implique aussi qu'il y a une grande façon de faire des analyses de la qualité de l'eau, que ça demande beaucoup de ressources humaines, puis un peu financières aussi. Donc, le portrait parfait en temps réel, on ne pourra jamais avoir ça, mais il y a plein d'outils puis d'indices qui nous permettent de déduire un peu finalement la qualité de l'eau selon différents facteurs qu'on voudrait suivre. Ici, on est dans le laboratoire. C'est qu'il faut comprendre que la manière que ça fonctionne à une usine d'eau potable, c'est qu'on prend l'eau dans la rivière ici à Mistassini. Puis à partir de là, on a, visuellement, ça donne une idée, on a quand même l'eau brute qui est ici. Puis en laboratoire, on fait différents tests pour s'assurer que notre eau est parfaite, l'eau qu'on distribue. Fait qu'il y a différents tests qu'on fait tous les jours pour s'assurer que le traitement va bien. Donc, ça donne visuellement un peu une idée de l'eau qui rentre, qui est quand même un petit peu plus colorée, qui a un petit peu plus de particules aussi. Puis on voit qu'à la suite de nos traitements qu'on fait, l'eau en dernier, c'est l'eau qui est beaucoup plus limpide, qui est propre à la consommation. Première étape, c'est qu'on prend l'eau brute. On appelle ça l'eau brute, c'est l'eau de la rivière qui est non traitée. Nous, on rajoute des produits chimiques pour aider qu'il y ait une formation de floc, être capable d'enlever les particules. Donc, on injecte des produits chimiques. On injecte aussi un aide coagulant au début de la chaîne de traitement. Ensuite, ça passe d'un décanteur. Puis là, on vérifie différents paramètres. Dans le décanteur, on ajoute un polymère qu'on appelle pour aider à la formation du floc qui vient beaucoup plus gros. Ça passe par la suite par des filtres, des couches de sable et de l'anthracite. Puis en dernier, on va mettre du chlore pour vraiment qu'il y ait enlever les virus ou quoi que ce soit, que l'eau soit propre à la consommation. Puis ce qui est important de se rappeler aussi, c'est qu'il y a différentes analyses qui se font à tous les jours. On prend des tests à différents endroits dans le réseau, 2 à 3 fois par semaine, pour s'assurer à différents emplacements, pour s'assurer en laboratoire que notre eau est vraiment parfaite, avec de très bonnes qualités pour la consommation. C'est sûr que d'année en année, le ministère, ils font comme améliorer le suivi de l'eau. Donc, les normes sont beaucoup plus sévères, c'est plus suivi si on veut. Du côté de l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean, on trouvait que la qualité de l'eau et les différentes problématiques qu'on peut rencontrer sur le territoire, c'est quelque chose qui est très important de connaître et de suivre. Mais il faut comprendre qu'avec notre grand territoire de 72 500 km², évidemment, notre petite équipe au bureau ne peut pas nécessairement suivre en détail tout ce qui se passe partout. Donc, on s'est inspiré d'un projet qui a été fait par le COGESAF, donc un autre organisme de bassin versant dans le sud du Québec, un projet qui s'appelle Sentinelle des lacs. Ce projet-là, l'idée, c'est que les riverains qui vivent au bord d'un plan d'eau, d'un lac, d'un cours d'eau, vont voir leur lac à tous les jours régulièrement. Puis c'est eux qui ont vraiment l'expertise pour connaître le lac, voir à quel point il y a des problématiques qui évoluent. Donc l'idée, c'est que nos sentinelles, qui sont tous des bénévoles dans la région, il y en a présentement une quinzaine, ils vont surveiller leur lac. Nous, on leur fait une petite formation au début de l'année. On leur présente finalement quelles sont les problématiques qu'ils peuvent rencontrer, que ce soit l'érosion, l'eutrophisation, donc le surplus de plantes aquatiques, les algues bleu-vert, des espèces envahissantes, donc finalement tout ce qu'ils peuvent retrouver. Donc on en parle, on discute, on les forme. Puis ensuite, les sentinelles vont observer le lac, cocher dans un carnet tout ce qu'ils observent. Nous, on fait un bilan avec ça. Ça nous permet de voir qu'est-ce qui s'est passé pendant l'année, de comparer avec ce qui s'était passé dans les dernières années. En fonction des résultats, ça nous permet de voir est-ce que les problématiques évoluent positivement, négativement, est-ce qu'il y a des nouveaux enjeux qui apparaissent. Et récemment, on fait maintenant des portraits aussi pour ces lacs-là, c'est-à-dire qu'on va étudier leur territoire. Donc, un peu comme on fait à l'OBV pour tout le territoire du lac Saint-Jean, tout le bassin versant, mais là, on fait la même chose pour les bassins versants de ces lacs-là qui sont sentinelles. Donc, on va étudier, on va faire un portrait, regarder qu'est-ce qu'il y a comme usage sur le territoire, qu'est-ce qui pourrait affecter la qualité de l'eau et donc le lac.
On fait ensuite des recommandations selon tout ce qu'on a observé pour essayer d'améliorer finalement les problématiques qui avaient été observées. Donc, on est quand même chanceux dans la région. C'est un projet qui a commencé il y a quelques années. Ça évolue grandement. Il y a beaucoup de gens qui s'impliquent. Il y a toujours moyen d'avoir plus de personnes aussi qui s'impliquent pour faire ce suivi-là. C'est quelque chose qu'on fait, dans le fond, un riverain qui veut faire ça fait juste selon ses disponibilités, regarder son lac, noter des petites cases, c'est vraiment facile. Puis ça apporte un bel outil. Puis ça permet après ça d'aller rencontrer aussi d'autres intervenants, que ce soit la municipalité, les producteurs agricoles, peu importe. Tous ceux qui ont un impact ou qui ont un usage sur le territoire. Ça permet aussi d'aller leur présenter le portrait, le document, leur expliquer finalement tout ce qui se fait, puis tout ce qui peut être fait pour améliorer la qualité de l'eau de ce lac-là, mais du bassin versant aussi. C'est le même principe un peu que ce qu'on fait à l'OBV, mais appliqué sur un plus petit territoire d'un seul lac. Bien, Sentinelle des lacs, dans la région ici, à proximité, il y a évidemment le lac Noir. Il y a aussi à Girardville, il y a 2 lacs dans ce secteur-là. C'est sûr qu'on en a un peu plus partout aussi autour du lac Saint-Jean. Donc, l'Acadiem aussi, c'est un autre qui est dans le réseau Sentinelle. Eux, c'est particulier, c'est un grand lac, donc ils sont 3-4 sentinelles à surveiller ça. Donc, c'est une autre façon aussi d'impliquer les gens, d'avoir plusieurs personnes qui font chacun leur bout de terrain, qui se mettent en commun. Puis ça va aussi vraiment dans l'idée de l'OBV, de travailler ensemble avec tout le monde en lien avec la gestion de l'eau puis la qualité de l'eau. Bien, c'est un peu l'idée avec les sentinelles. Ils deviennent finalement les personnes qui regardent le lac. C'est eux qui nous transmettent les informations. Mais s'il y a une problématique, par exemple, qu'il y a une floraison d'algues bleu-vert, on les incite fortement déjà à aviser le ministère de la situation, mais aussi d'aviser les autres riverains à proximité. Parce que s'il y a une problématique importante, on veut que tout le monde soit informé. Donc, ils font finalement, ça devient un peu la ressource clé sur un lac en lien avec la gestion de l'eau. Si on est un riverain et qu'on voit des algues bleu-vert dans son cours d'eau, son lac à proximité de où on est, déjà, il faut le signaler au ministère. C'est super important. Eux, ils tiennent un registre, puis ça leur permet d'avoir une idée de l'importance de la problématique dans la région et donc d'à quel point il peut y avoir des polluants ou des contaminants qui se rendent au lac et qui causent ça. C'est quand même une déclaration qui est facile à faire. Sur Internet, sur le site du ministère, de la direction régionale, on a un numéro de téléphone qu'on peut appeler. On peut le faire aussi en ligne sur un formulaire. On peut également appeler, parler directement avec la responsable à Jonquière, à Saguenay, qui va nous expliquer finalement la démarche à suivre. Si on veut, on peut même prendre des photos pour leur envoyer. Ça va leur permettre de voir rapidement à quoi ça ressemble. Ils vont pouvoir évaluer à quel point la floraison est importante, à quel point la problématique est grosse. On peut toujours faire différents tests aussi pour s'assurer que c'est vraiment des algues bleu-vert qu'on observe. On peut par exemple prendre un bocal d'eau. Évidemment, il faut se mettre des gants pour ne pas entrer en contact directement avec l'algue bleu-vert. Mais si on prend un bocal d'eau, on peut le laisser dans le bocal. Puis si c'est des algues bleu-vert, on peut même le mettre au frigo. Pas au frigo, mais en fait à la noirceur. Puis ce qui va arriver, c'est que les algues bleu-vert vont essayer de chercher la lumière. Donc, ils vont remonter à la surface en pensant que le soleil va finir par arriver, puis ils vont s'accumuler à la surface. Donc déjà, ça, c'est un bon test pour s'assurer que c'est vraiment ça qu'on observe. Puis une autre façon de s'en assurer, c'est peut-être de prendre une branche, par exemple, puis de passer la branche dedans. Donc si c'est des plantes aquatiques, bien là, ça va faire des filaments, des espèces de cheveux verts qui vont rester pris sur la branche. Donc ça, c'est pas des algues bleu-vert. Les algues bleu-vert, c'est vraiment un mélange, comme une soupe au pois un peu, ou une espèce de déversement de peinture. Donc il n'y a rien qui va rester pris dans la branche. Là, j'ai parlé que s'il y a des algues bleu-vert puis qu'on veut prendre un échantillon, il faut se mettre des gants. L'idée, c'est que s'il y a des algues bleu-vert, on ne veut pas entrer en contact avec les algues. Donc, il faut éviter la baignade, il faut éviter d'entrer en contact finalement, il faut éviter de boire l'eau. Donc, si on a une pointe à proximité qui prend de l'eau dans le cours d'eau, il faut réfléchir à ça. Il y a également toute la gestion aussi des animaux domestiques et des enfants. Plus l'être vivant est petit, plus il va être sensible aux algues bleu-vert. Donc, il y a une question de santé aussi. Puis si on rentre en contact avec ça, bien, ça peut aller des démangeaisons. Si on en avale, ça peut être des diarrhées. Puis ça peut même produire des cyanotoxines, donc avoir des effets toxiques, parfois même sur le cerveau. Donc, c'est quand même un facteur qui est très important. Mais de façon générale, il suffit juste de prendre des précautions puis de ne pas aller se baigner dans une masse verte fluo qu'on pourrait voir sur un lac. Les algues bleu-vert, il faut comprendre qu'il y en a dans pratiquement tous les lacs de façon naturelle. Le problème, c'est quand il y en a vraiment beaucoup qui vont proliférer rapidement. C'est là qu'on parle de floraison d'algues bleu-vert. C'est à ce moment-là qu'on voit la couche verdâtre à la surface, puis parfois même il y a de l'écume.
La raison pourquoi on voit ces algues bleues-là qui ont une croissance aussi rapide, c'est que il faut comprendre qu'en général, les algues bleu-vert n'ont pas assez de nourriture pour grandir. Puis la nourriture, pour eux, c'est principalement le phosphore. Donc, c'est un des éléments nutritifs qu'on retrouve. Le phosphore peut provenir de différentes sources. Ça peut être nos installations septiques, l'agriculture, les engrais. Bref, il y en a même naturellement dans le sol. Ça peut venir aussi via l'eau souterraine. Il y a plein de façons d'en amener. Donc, quand on voit un algue bleu-vert, vraiment une floraison avec la masse verdâtre, bien, c'est signe qu'il y a eu un apport de phosphore. Donc, si on veut régler les algues bleu-vert, il faut travailler sur les apports de phosphore et d'éléments nutritifs qui peuvent arriver dans l'eau. Puis peut-être aussi mentionner qu'il y a un autre facteur important pour les algues bleu-vert, c'est la température de l'eau. Donc, une eau qui est chaude, par exemple, si on est dans une canicule pendant l'été, il y a plus de chances d'avoir des algues bleu-vert sur nos lacs. Puis un autre phénomène qui joue un peu sur le fait qu'on va les voir ou pas, c'est le vent. Donc, souvent, le vent va permettre d'accumuler les algues bleu-vert sur la rive, donc on va les voir. Mais ça veut aussi dire qu'il faut avoir un brassage, puis ça se peut que 15 minutes après, avec les vagues, ça se soit mélangé, puis on ne les voit pas. Donc, selon comment on le voit, il faut être chanceux ou malchanceux pour vraiment le voir, constater le problème. Mais une fois qu'on l'a vu, c'est signe qu'il se passe quelque chose, puis que c'est important d'intervenir pour notre écosystème aquatique. En fait, si on veut éviter d'avoir différentes problématiques de qualité de l'eau, comme les algues bleu-vert sur nos lacs, nos rivières, il y a différentes choses qu'on peut faire tous en tant que citoyens. Déjà, notre terrain, on peut se questionner, est-ce qu'on a assez de végétation? Donc, on peut regarder. Si on a de la pelouse partout, on peut se dire qu'en rajoutant quelques arbustes, quelques arbres, ça va déjà aider. Une autre chose aussi, si on a des installations septiques, ça peut être intéressant de s'assurer qu'elles ne sont pas polluantes, qu'elles sont encore conformes. Les installations septiques, ça reste si on veut, un système qui vieillit aussi. Donc, comme une voiture peut avoir besoin d'entretien après un certain temps, les installations septiques, c'est la même chose. Donc, c'est important de se questionner, est-ce que mon installation septique est conforme? Est-ce qu'elle est polluante? Il y a des professionnels qui peuvent faire ça. Il y a même certaines municipalités dans la région qui obligent l'inspection des installations septiques à une certaine fréquence pour s'assurer qu'elles ne sont pas polluantes. Les installations septiques aussi, c'est important de garder en tête qu'il ne faut pas qu'ils se retrouvent dans la nappe phréatique. Sinon, tout ce qui va sortir va être de la pollution. Donc, il faut aussi considérer la hauteur de la nappe phréatique quand on aménage une installation septique. Une autre chose qu'on peut faire quand on a une installation septique, c'est aussi de penser à tout ce qu'on fait, tout ce qui va se retrouver dans l'installation septique. Donc, par exemple, on ne veut pas nécessairement utiliser de l'eau de javel à l'intérieur parce que ça va se retrouver dans l'installation, puis ça va tuer toutes les bactéries qui permettent de traiter nos eaux usées. D'autres gestes concrets qu'un riverain peut faire aussi, bien évidemment, ne pas étendre d'engrais sur son terrain. Avec le ruissellement, ça va se rendre dans le cours d'eau et ça va créer des problématiques. Il y a évidemment, si on fait de la navigation, ça peut être de ralentir aussi quand on est près de la rive pour ne pas créer un brassage du fond et remettre en suspension tout ce qui s'était accumulé. Ça permet aussi de réduire les vagues. Donc, en réduisant sa vitesse, on évite que les vagues aillent frapper sur la rive. Souvent, on se fait demander c'est quoi la plus grande menace par rapport à l'eau, c'est quoi les grosses problématiques qu'on a dans la région. Ça serait le fun d'avoir une réponse simple, claire, de dire c'est seulement ça qu'il faut régler, c'est ça la grosse problématique. Mais en fait, nous, ce qu'on voit, on fait de la gestion intégrée de l'eau par bassin versant, donc on regarde tout ce qui peut avoir un impact. Puis on réalise qu'il n'y a pas une seule cause à nos problèmes, c'est plein d'éléments divers qui jouent chacun un petit rôle, mais qui, quand on les met tous ensemble, là, on voit l'impact sur la qualité de l'eau. Cet impact-là peut se faire ressentir par les algues bleu-vert, l'eutrophisation, les plantes, mais il n'y a pas une cause en particulier qui ressort. Donc, il faut que tout le monde sur le territoire collabore, fasse sa part des choses. Puis, c'est sûr que c'est difficile avec un grand territoire. Ici, on a des grandes rivières, des grands lacs, on a beaucoup d'eau. C'est dur de se dire que notre petit geste sur notre terrain va changer quelque chose. Mais quand tout le monde le fait ensemble, ça devient un geste qui est vraiment collectif. Puis c'est vraiment important parce que l'eau, c'est une ressource qui est collective, qui est pour tout le monde, qui est partagée. Donc, il faut vraiment que ça soit tout le monde, de tous les milieux, qui participent à ça. Parce que tout le monde est responsable, finalement, de notre qualité de l'eau dans nos rivières, dans nos bassins versants. Salut à tous à la maison. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène qui atteint nos cours d'eau partout dans le monde et ça s'appelle l'eutrophisation. Il y en a peut-être qui en a déjà entendu parler dans les magazines, à l'école. C'est un sujet quand même assez important.
je vais vous en parler un peu aujourd'hui. Donc, je vais vous le résumer comme à l'extrême, OK? C'est plus complexe que ça en réalité. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais c'est un super résumé d'environ 1 minute 30. Même pas. Donc, en fait, c'est quand que l'azote et le phosphore sont libérés dans nos cours d'eau d'une certaine manière, ça va tellement les enrichir qu'il y a beaucoup d'algues qui vont se former. À un certain moment donné, il va tellement avoir d'algues et il y en a qui vont mourir de ces algues-là. Puis, ça va propager des bactéries. Et ça va tuer les écosystèmes qu'il y a à l'intérieur, vers, grenouilles, peu importe ce qu'il y a. Comment éviter ça? C'est en ne libérant pas de ces produits-là dans l'environnement. Comment faire? Il y en a un peu partout, vous allez me dire. Effectivement, surtout dans nos produits nettoyants. Et c'est pour ça qu'il y a des produits qui existent pour ça. Donc, j'en nomme 2. Il y a le bicarbonate de soude. Ça, par exemple, il n'y en a pas beaucoup qui sont fans parce que quand tu finis de laver ta chambre de bain, tu veux que ça sente super bon. Ça, c'est une option, bicarbonate de soude avec du vinaigre. La deuxième option, c'est un produit qui s'appelle le Greenworks. Il n'y a pas de phosphate dedans. Puis ça fonctionne super bien. Il y a une petite senteur de pomme, mettons. Tu sais, ça sent bon. Puis c'est super pour laver aux salles de bain. Puis ça libère pas ce genre de produits dans l'environnement, ni dans vos cours d'eau. Donc, ceux-ci vont rester beaux et ne deviendront pas marécageux. Comme j'ai dit, c'était vraiment résumé à l'extrême. C'était juste pour vous dire de bien regarder ce qu'il y a dans vos produits nettoyants pour pas briser vos cours d'eau. Merci beaucoup d'avoir été là.